tout le monde. Bonjour. Bonjour, très heureuse. Également. Donc aujourd'hui, nous allons parler responsabilité civile professionnelle en compagnie de Christelle Mouchon, donc déléguée générale CNCEF Assurance, et Guillaume Langevin de Clarity. Et qui de mieux pour parler d'une responsabilité civile professionnelle que quelqu'un qui en a créé une, en tout cas qui a contribué à la créer. Donc c'est pour ça que nous avons invité Guillaume Langevin qui va se présenter en quelques minutes pour démarrer ce webinaire. Bonjour Guillaume. Oui, bonjour, bonjour Christelle, bonjour à tous et à toutes. Oui, j'ai pas créé tout seul, évidemment, le produit. Ce sont toutes les équipes de Clarity qui ont mis la main à la pâte, avec aussi le concours, évidemment, de la CNCEF, puisque vous avez pu nous aider dans la création d'un cahier des charges qui nous a ensuite permis de créer notre solution d'assurance qui s'appelle K-Courtier. Donc, c'est le cas de Clarity et Courtier, puisque c'est bien des courtiers qu'on assure, les intermédiaires, les IAS et les IOBSP et leurs mandataires, donc évidemment. Et c'est une solution qui, pour cette année, en tout cas, est dédiée à ces 4 profils-là que je viens de donner, les IOBSP, les IAS et donc leurs mandataires aussi. Donc voilà, c'est un produit que je vais pouvoir vous expliquer après et répondre à toutes vos questions avec grand plaisir. Merci Guillaume. Je vais juste vous présenter et ensuite nous allons démarrer le sommaire. Donc, nous allons parler vraiment de la responsabilité civile professionnelle et en abordant aussi des cas pratiques et la solution que Clarity apporte. Petite précision, parce que nous avons vu qu'il y avait des CGP dans la salle. Clarity, pour le moment, ne couvre pas la partie CIF et la partie transac immobilière. Voilà, juste pour information. Christelle ? Du coup, bonjour Guillaume et bonjour à toutes et tous. Alors, pour commencer, peux-tu nous expliquer ce type d'assurance garantie contre quoi exactement? Alors, déjà, je ne vais pas refaire un cours magistral ni un cours de droit sur la garantie à responsabilité civile, parce que je pense qu'il y a des gens beaucoup plus compétents que moi pour le faire. Mais en tout cas, je parle au niveau juridique, on a des juristes qui sont beaucoup plus aptes à le faire. En tout cas, si je devais un petit peu caricaturer ça, je dirais que l'assurance responsabilité civile professionnelle, c'est l'assurance vie en fait de votre cabinet de courtage. C'est ce qui va vous garantir contre les éventuelles fautes que vous pouvez réaliser dans le cadre de vos relations contractuelles avec vos clients d'une part, mais aussi vos fournisseurs. Quand je parle de faute, ça comprend aussi tout ce qui peut être une erreur, l'erreur est humaine, ça arrive. Une omission aussi également est considérée comme une faute. Donc voilà ce que c'est la responsabilité civile professionnelle et son but derrière, c'est de pouvoir vous permettre, dans le but de réparer un préjudice, de prendre en charge aussi au préalable les frais de défense. C'est pas un secret, un avocat, ça coûte potentiellement cher. Et donc, ces frais de défense, c'est bien que l'assureur puisse y participer. Alors, si on arrive à obtenir gain de cause pour vous au niveau du procès, tant mieux, ça s'arrêtera aux frais de défense. Mais si ce n'est pas le cas et si votre responsabilité est avérée, derrière, le but de cette assurance, c'est de régler intégralement le préjudice subi. D'accord. Donc, en fait, qui peut vous solliciter, qui peut vous solliciter par rapport à tout ça, qui peut vous assigner là-dedans? Alors, il y a plusieurs, comme j'ai dit un petit peu juste avant, il y a plusieurs personnes, ou en tout cas entités, qui peuvent assigner en responsabilité civile, ou en tout cas réclamer réparation ou déclarer un préjudice en responsabilité civile professionnelle. Vous avez la compagnie d'assurance, par exemple. Vous avez aussi une banque dans le cadre d'un IOBSP, c'est tout à fait possible. C'est ce qu'on appelle donc les fournisseurs, comme je déclarais au-dessus, une compagnie d'assurance qui va estimer que le préjudice subi par un client est lié à un défaut de conseil. Je rentrerai plus loin après dans les exemples, mais de la part de l'intermédiaire, elle peut tout à fait ensuite assigner à son tour cet intermédiaire. Et bien entendu, le plus souvent, le cas de figure qu'on va rencontrer, c'est le client lui-même, donc l'assuré, celui qui a directement le lien contractuel avec la prestation qui a été vendue. C'est lui, la plupart du temps, qui va assigner l'intermédiaire en matière de responsabilité civile professionnelle. D'accord. Mais du coup, comment sait-on que nous pouvons faire appel à l'assureur? Comment est-ce qu'on sait? Alors, déjà, quand on a un doute, on pose la question, on n'hésite pas. Je veux dire, nous, par exemple, on est là pour ça, pour répondre aux questions, aux doutes que vous pouvez avoir.
au niveau de la responsabilité civile professionnelle, pardon. Mais pour être mise en œuvre, il va falloir 3 éléments réunis. Alors, c'est cumulatif, il faut impérativement qu'il y ait ces 3 éléments. Donc, il va y avoir déjà un préjudice, il faut qu'il y ait un préjudice réel qui existe. On peut appeler ça aussi un dommage, si vous voulez. Il faut qu'il y ait une faute. Cette faute, ce sera donc le fait générateur, ce qui a généré ce dommage, il faut que ce soit donc bien une faute. Et ensuite, la dernière chose, il faut établir, et il faut qu'il existe un lien de causalité entre le préjudice et la faute. Si on est en mesure d'avoir et de présenter ces 3 éléments-là, eh bien là, on va pouvoir mettre en œuvre la responsabilité civile professionnelle à coup sûr. Là, il n'y a pas de doute. Et pour compléter avec ça, petit encart en bas à droite, ce qui va matérialiser aujourd'hui le fait qu'il y ait un préjudice, ou en tout cas le déclenchement d'un litige, d'un sinistre, c'est une réclamation de la part d'un des 3 éléments qu'on a vus au-dessus, compagnie d'assurance, banque ou client. Il faut qu'il y ait une réclamation qui soit matérialisée. Alors, cette réclamation, la plupart du temps, on va demander à ce qu'elle soit écrite. Mais elle peut aussi être orale dans un premier temps et l'écrit va suivre. Donc, s'il y a une réclamation du client, de la compagnie ou de la banque, là, on sait qu'on a de grandes chances d'ouvrir un dossier de sinistre. D'accord. Alors, donc, est-ce que la RC Pro, ça fonctionne comme toutes les autres assurances, avec des franchises, des garanties spécifiques et ce genre de choses? Alors oui, c'est une assurance pas classique, puisque là, on est quand même sur des activités réglementées. Petit rappel, qui n'en est pas un, j'espère, mais l'activité d'intermédiaire en opération de banque et services de paiement, tout comme l'activité d'intermédiaire en assurance, sont réglementées. La première par le Code monétaire et financier. Je ne connais pas les articles par cœur, mais ils sont faciles à trouver. Et pour la deuxième, c'est bien le Code des assurances. Cette activité étant réglementée, l'assurance, elle, devient, pour une partie de ces intermédiaires-là, enfin pour tous, mais je vais expliquer un petit peu la subtilité pour les 2 suivants. En tout cas, l'assurance est obligatoire. On est dans l'obligation de s'assurer en responsabilité civile professionnelle. Et il y a des montants de garantie minimum qui sont exigés aujourd'hui. Ces montants de garantie, ils sont contrôlés par plein de monde, y compris l'association professionnelle qui doit vérifier ces choses-là, évidemment. Ils sont ceux qui sont indiqués dans le tableau, à savoir pour un COBSP, on est au minimum à 500 000 € par sinistre et 800 000 € par an. Vous me direz, c'est beaucoup, pas tant que ça, parce qu'on a déjà vu des épuisements de garantie par le passé. Les franchises, elles sont à 20% du sinistre. Alors, la loi n'impose pas de minimum et de maximum. Pour un courtier d'assurance, on est un peu plus élevé. Évidemment, les risques sont plus importants selon ce qu'on va aller assurer comme type de personnes, ou en tout cas le profil des clients. Donc, on est à 1 500 000, pardon, des formations professionnelles. 1 500 000 par sinistre et 2 millions d'euros par an, toujours 20% pour la franchise. Et pour les MIA, eh bien, écoutez, c'est là qu'il y a plusieurs écoles en réalité, puisque à minima, en fait, le MIA peut être couvert sur le contrat de son mandant, mais il a aussi la possibilité d'avoir son propre contrat, puisque il y a une vigilance là-dessus d'ailleurs qui est super importante, parce qu'en réalité, tant que le MIA, tant que le mandataire, alors quand je dis mandataire, c'est à la fois MIA ou MIOBSP, tant qu'il est dans le respect de son mandat, il est considéré comme étant couvert par son mandant. Donc, si dans le mandat, par exemple, le mandant va dire « Tiens, dans le cadre des relations que vous allez entretenir avec vos clients, vous devez systématiquement respecter les obligations de conseil, recueillir les besoins du client, remplir une fiche d'information et de recueil des besoins, et ainsi de suite. » Eh bien, si au moment d'un litige, on s'apercevait finalement que le mandataire n'a pas respecté ses obligations, alors là, le mandant est dans son droit de faire ce qu'on appelle, alors c'est un peu un terme barbare, mais c'est un terme juridique, ce qu'on appelle une action récursoire, en fait, récursive, pardon. C'est-à-dire qu'il peut se retourner en fait contre son mandataire et invoquer, faire appel à sa propre responsabilité civile professionnelle. Donc, dans ce cas de figure, nous, et on recommande de toute façon à ce que chaque mandataire soit assuré en son nom, en dehors du contrat du mandant, pour éviter ce genre de situation. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est aussi que
quand on a ses mandataires sur son propre contrat, on prend aussi un risque qui est d'épuiser les garanties, puisqu'on va partager ce même contrat avec plusieurs entités juridiques différentes, et on prend le risque qu'en cas de gros sinistre, on se retrouve à épuiser le montant de garantie initialement prévu au contrat. Sans compter d'autres choses, on pourrait aller plus loin. Aujourd'hui, je sais qu'il y a eu des dossiers par le passé où on a appelé des requalifications en contrat de travail et ça faisait partie des indices qui étaient tentés d'être mis en lumière pour dire qu'il y avait un lien de subordination. Bon, je ne sais pas si ça a abouti à quelque chose, mais je sais que c'est un faisceau qui a été utilisé par le passé déjà dans des réclamations. Merci J'ai beaucoup Guillaume parlé, je vous prie de m'excuser. d'avoir fait une petite précision sur ce sujet. D'ailleurs, pour compléter, hein, c'est très important, si jamais vous avez des mandataires, de vérifier que votre contrat, en tout cas s'ils ne sont pas assurés eux-mêmes, couvre bien vos mandataires. Ça, c'est très important parce que souvent, on a des courtiers qui travaillent avec des mandataires et qui ne pensent pas automatiquement de prévenir leur assureur pour qu'ils soient bien couverts. Donc ça, c'est très important. Souvent, je me permets juste une petite précision, souvent sur les contrats, les 4-5 premiers mandataires sont couverts en les informant, mais Oui. au-delà, il faut quand même informer son assureur. Oui, c'est vrai, malgré ce que prévoient les textes, il est impératif de prévenir son assureur. Je veux dire, le risque ne va pas être le même en plus pour un assureur si il y a 5 mandataires ou s'il y en a 400. C'est complètement différent. Et en plus, si on n'a pas l'information, pour le courtier, c'est délicat de délivrer un devoir de conseil efficace. Puisque on n'est pas tenu de contrôler, nous, ces choses-là, si on n'en a pas l'information qui a été déclarée au moment du contrat. Donc, c'est hyper important. C'est hyper important. Et juste aussi pour les niveaux de garantie, je voudrais un petit peu compléter. Là, ici, vous avez des niveaux minimum. Qui dit minimum dit bien évidemment la possibilité de s'assurer au-delà de ces niveaux-là. Je veux dire, il y a certains profils, peut-être qu'on est moins confronté à des sinistres d'intensité en matière de courtage en crédit. En revanche, sur l'assurance, malheureusement, ça arrive. On n'est pas sur de la fréquence. Ce n'est pas souvent qu'il y a des sinistres. On est plutôt sur de l'intensité. Il arrive que les sinistres soient très importants et qu'on se retrouve avec des litiges, même au premier sinistre, supérieurs à 2 millions d'euros de préjudice. Donc, il faut être super vigilant à ça. Aujourd'hui, un courtier qui va être spécialisé en risque industriel ou avec des très grandes entreprises, on va plutôt lui préconiser de passer sur des niveaux de garantie plus élevés, qui allent jusqu'à 3-6 millions, voire pour les cas extrêmes, passer sur des deuxièmes lignes pour avoir vraiment des garanties très, très importantes. Ça, c'est un message qu'il faut bien enregistrer. Merci Guillaume. Est-ce que tu peux faire un petit rappel sur ce qu'est une franchise? Oui, une franchise. Oui, bien sûr. Donc, une franchise, alors il peut y avoir 2 types de franchises. Il y a ce qu'on appelle les franchises relatives et les franchises absolues. Donc, je vais vous refaire un petit cours d'assurance sur les basiques. La franchise relative, c'est celle qui va permettre de déclencher l'indemnisation. Je vais prendre un exemple. La protection juridique. En général, dans les protections juridiques, c'est le cas. Vous avez une franchise relative où on vous dit prise en charge des litiges à partir de, je prends un exemple au hasard, mais 300 €. Ça veut dire que si vous avez un litige qui est estimé à 250 €, il n'y a pas de prise en charge. Mais s'il y a un litige qui est à 350 €, comme la franchise relative est à 300 €, eh bien, l'assureur va payer les 350 €. Ça, c'est le cas de figure de la franchise relative. Là, sur la responsabilité civile professionnelle, on est sur des franchises absolues. Donc, ce sont des franchises qui ne sont pas compressibles et elles vont à la fois être le seuil de déclenchement donc, de la prise en charge, mais elles vont être aussi la somme qui restera de toute façon à la fin à la charge de l'assuré. Donc, c'est hyper important de regarder dans les contrats ces montants de franchise parce que vous l'avez vu dans ce tableau-là, la loi n'oblige pas à un minimum ni à un maximum, elle dit juste qu'elle doit être de 20% du sinistre. Donc, il arrive que sur des contrats, vous vous retrouviez avec des franchises donc proportionnelles, mais des franchises absolues pour autant, et que ça puisse chiffrer très, très haut. Alors, depuis peu, la plupart des contrats qui n'avaient pas de plafond en ont mis un, mais il peut être assez élevé, donc il faut être vraiment vigilant là-dessus. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, quelqu'un qui démarre son activité ait la trésorerie pour payer une franchise à 10, 15 ou 20 000 € si c'est son plafond.
Donc, soyez très vigilants là-dessus quand vous souscrivez un contrat. En fait, ça répond aussi à une question, c'est-à-dire que tout à l'heure, on a parlé des mandataires, que ce soit MIA ou MIO-BSP. Cette notion de franchise implique que c'est quand même important qu'ils soient couverts par leur propre assurance. Absolument, parce que s'ils sont couverts sur le contrat du mandant, ben, c'est le mandant qui paye. Donc, c'est le mandant qui va payer la franchise, c'est le mandant qui va supporter la sinistralité. Alors, financièrement, ça peut se conclure par une majoration l'année suivante de la prime, même il y a très forte chance que ce soit le cas. Ça va aussi être administrativement de voir figurer sur son relevé de sinistralité le sinistre en question, qu'il n'aura pas causé pour autant. Donc, c'est toutes les conséquences qu'il va y avoir derrière qui seront portées par le mandant. Donc, c'est vrai que là-dessus, encore une fois, proposer à son mandataire, voire contractualiser, puisque si ça figure dans le mandat, et c'est le mieux, moi, le conseil que je donne, c'est de le matérialiser dans le mandat, de demander à son mandataire, dans le mandat, de s'assurer par lui-même. Ça évite tous ces soucis-là, entre autres. Question subsidiaire. Là, tu as parlé de l'intérêt pour le mandant que le mandataire soit assuré. Et quel est l'intérêt pour le mandataire d'être assuré? Bah, pour le mandataire, c'est exactement l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. C'est que s'il n'est pas assuré et que finalement on se rend compte qu'il avait dépassé les termes du mandat, on va être sur ce qu'on appelle de la responsabilité civile délictuelle. On n'est plus dans la contractuelle, on est dans la délictuelle. Et dans ce cas-là, le mandant, il peut se retourner. Alors, il y a encore plein de facteurs à prendre en compte, mais en tout cas, s'il s'estime victime du préjudice parce que son mandataire n'a pas respecté les termes du mandat, il peut se retourner contre lui, invoquer sa responsabilité civile professionnelle. Et là, bah, s'il n'a pas d'assurance, je vous laisse imaginer la suite, quoi. Pour se défendre, pour régler le préjudice, ça devient un petit peu plus compliqué. Et je pense que ce n'est pas un risque à prendre aujourd'hui quand on est une entreprise dans le courtage. D'accord. Tu peux nous raconter des cas concrets? Est-ce que tu pourrais nous expliquer quelques cas concrets pour qu'on se rende vraiment compte de l'importance d'une responsabilité civile? Ouais, alors je vais vous prendre des exemples. Bon, en fait, j'en ai plein, j'en ai sélectionné quelques-uns. Donc, si vous en voulez des complémentaires, je ne vais pas dire que je pourrais écrire un livre, mais presque sur les litiges que j'ai pu voir. Je les ai catégorisés. J'ai mis une catégorie où le courtier a été irréprochable dans son travail, dans son devoir de conseil, mais il y a quand même un litige parce qu'on ne peut pas être partout. Et ensuite, j'ai mis une catégorie où le courtier a été négligent dans son travail et c'est ce qui a généré donc du coup le litige. On va commencer par les courtiers en crédit, donc les COBSP ou les MIO-BSP, où on est irréprochable. Donc, ce qui s'est passé dans ce litige, vous allez me dire, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est un cas réel. Vous avez donc un client qui s'est rapproché de son intermédiaire en opération de banque parce qu'il avait fait le tour des banques et qu'il n'avait pas pu obtenir d'accord en fait pour le financement d'un bien qu'il avait repéré, le bien de ses rêves, donc quelque chose de vraiment important pour le client. Il arrive chez le courtier, il dépose son dossier, le courtier lui dit « Écoutez, pas de problème, je pense que je vais pouvoir vous trouver une solution. On va monter votre dossier, vous allez mettre au propre pendant 3 mois votre situation financière, vous revenez me voir et on refait ça. » Donc, le temps se passe, le client il commence à se dire « Super, mon projet va pouvoir se concrétiser. » Il retourne chez le courtier récupère les documents, les relevés de compte sont un peu plus clean, super, il présente le dossier à la banque et il attend. Il avait d'autres clients, ce courtier, donc il continue à faire la même chose avec d'autres clients. Ce fameux client, donc je dis beaucoup de fois le mot client, ce fameux client revient vers lui 15 jours, 3 semaines après, en lui demandant où en est son dossier, parce qu'il n'avait pas de nouvelles et que il commence un petit peu à s'inquiéter finalement après tout ce temps. Donc, le courtier lui dit « Écoutez, pas de problème, je dois regarder ça cette semaine parce que je pars en vacances vendredi soir, donc je vous fais un retour avant la fin de la semaine. » La semaine s'écoule, vendredi soir, 18 h, le courtier se dit « Mince, j'ai oublié de répondre au client, qu'est-ce qu'il en est ?» Il regarde ses mails, et là, qu'est-ce qu'il voit? La banque refuse le prêt. Jusque-là, pas de problème. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent, ça passe pas. Donc, le courtier s'apprête à envoyer le mail à son client, il l'envoie, il est pressé, il range ses affaires sur son bureau, il clique sur « Envoyer », enfin, il rédige le mail, il ferme son ordinateur, il s'en va en vacances.
Il revient 15 jours après et son client attend devant le bureau. Il dit « Tiens, bonjour, oui, je suis désolé de l'annonce que je vous ai fait avant de partir, mais oui. » Et puis le client dit « Bah, quelle annonce ?» Il dit « Comment ça? Il y a eu un refus de la banque, du coup, vous avez bien été refusé. » Le client me dit « Bah, écoutez, je ne suis pas au courant, c'est pour ça que je viens vous voir. J'ai essayé de vous appeler pendant 15 jours, je ne vous ai pas eu, vous étiez en vacances, donc bah, j'attends à la première heure. » Le courtier dit bah, « Attendez, je vous ai envoyé pourtant le mail avant de partir. » Il ouvre son ordinateur et il regarde le courrier. Le mail était toujours en cours d'envoi. Il n'était pas parti. Il avait éteint son ordinateur trop vite. Le client s'est estimé lésé dans l'histoire puisqu'il n'a pas pu acquérir le bien. Il n'a pas pu non plus avoir la possibilité de trouver d'autres solutions, de se retourner. Et il a invoqué la responsabilité du courtier qui n'a pas, lui, tenu informé dans les temps. Alors, je ne rentre pas dans le détail de ce qui s'est passé après, mais c'était le départ de l'assignation, en fait. Et il se trouve qu'entre-temps, le courtier lui avait envoyé également un mail, comme quoi le dossier était en bonne voie, que ça allait bien se passer. Enfin bref, ils ont utilisé tous ces faisceaux-là. Finalement, c'est un litige qui s'est réglé à l'amiable, qui n'a pas coûté une fortune, mais c'était un litige qui a abouti quand même à un sinistre inscrit dans le dossier du courtier. Et pourtant, le courtier semblait être irréprochable, il a fait son travail comme il le devait. En tout cas, administrativement parlant, il a tout fait et c'est juste une petite erreur comme ça qui est arrivée et qui peut arriver à n'importe qui. J'espère que ce n'est pas arrivé à quelqu'un d'entre vous, mais en tout cas, voilà, sachez que c'est un vrai litige qu'on a eu qui nous a coûté un petit peu quand même par le passé. Pas chez Clarity, hein, avant. Ensuite, en faisant un parallèle toujours avec le courtier en opération de banque, où là, il y a négligence. C'était un peu la même histoire. Le profil un petit peu du client compliqué à placer au niveau de la banque pour un prêt immobilier. La personne a demandé en fait un financement à 110% du montant du bien parce qu'il y avait en plus des travaux de prévus. Donc, le courtier dit « Pas de problème, je vais présenter votre dossier à la banque, ça va le faire. » Il arrive auprès de la banque, il présente le dossier, la banque lui dit « Ok, posez-nous ça là et tout. » Pas de problème, tout se passe bien jusque-là, le dossier est rempli correctement. Le client était un peu en impatient parce qu'il avait les artisans derrière avec qui il devait verser des acomptes, donc des arts. Et les artisans étaient assez pressants. Ils lui disaient « Écoutez, si vous ne répondez pas vite, on ne pourra pas honorer le chantier dans les termes prévus, ainsi de suite. » Donc, le client, lui, se dit bah, « Je vais relancer mon courtier. » Il appelle son courtier lui dit « Oui, oui, pas de problème, c'est bon. » Le client lui dit bah, « Est-ce que vous pouvez me faire un écrit ?» Il dit « Oui, oui, je vous fais un écrit, je vous envoie que ça va le faire, 110%, c'est bon. Normalement, il n'y a pas de problème avec cette banque-là. » Le courtier lui envoie un email en lui précisant que oui, ça va être bon pour votre dossier à 110% du financement. Il n'y a pas de souci, ça va passer. Donc, le client, lui, se dit « Génial, je vais pouvoir verser mon acompte à mes artisans et puis bloquer les dates pour les travaux. » Sauf que quelques jours après, vous l'avez vu venir, ce qui s'est passé, c'est que la banque a refusé à 110%. Ils ont proposé 100% du financement du bien, mais pas les travaux. Le client, lui, s'est à juste titre estimé lésé puisqu'il avait eu un accord écrit de son courtier et donc il s'était permis de verser un acompte qu'il pensait pouvoir récupérer par le financement. Ce n'était pas le cas. Assignation, pareil, ça s'est réglé à l'amiable. Ça a coûté la différence, hein, les 10%, vous imaginez bien. Et c'était une erreur stupide, mais qui peut arriver quand on a envie de bien faire pour ses clients. Donc, c'est pareil, soyez très vigilants quand vous écrivez quelque chose, mais même quand vous le dites, quand vous n'êtes pas sûr, ne dites rien. Il vaut mieux, même si vous adorez vos clients et que vous voulez leur rendre service, ne pas jouer à ce jeu-là parce que derrière, on ne peut plus vous défendre. Il y a un écrit, on a la preuve, on ne peut plus rien faire. Donc, ça veut dire, je me permets, entre tes deux exemples, quand on écrit, ok, c'est un début de preuve, mais quand on dit les choses, ça peut l'être aussi? Il faudrait que ce soit enregistré, hein. Mais si ça ne l'est pas, non, mais d'une manière générale… Non, mais ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de dire qu'il faut raconter ce qu'on veut. C'est juste que parfois, dans la façon dont on dit les choses, on précise spécifiquement qu'on n'est pas tout à fait sûr, mais qu'on pense et on va aller vérifier. D'accord? Est-ce que ça peut être retenu contre nous? Voilà, c'est juste… Non, le fait de le dire, non, et puis c'est tout à fait, c'est la vérité, hein, de dire, écoutez, votre dossier, je pense qu'il est bien parti, mais je ne suis pas sûr à 100%, donc il faut honnêteté et transparence, en fait. À partir de ce moment-là, il n'y a pas de risque. Ok. Après, je sais que ça semble caricatural
c'est fait exprès, hein, comme litige, mais ce sont des cas réels, donc voilà. D'accord. Intéressant. Donc Oui, j'en ai d'autres. intéressant. En tout cas, ça touche, ça peut toucher en tout cas la vraie vie d'un courtier en crédit. Et un courtier en assurance alors? Alors, sur le courtier en assurance, pour le cas irréprochable, je vais prendre un exemple de sinistre. Alors, il a pas mal tourné celui-ci parce c'est un peu un cas d'école. Alors, c'est un courtier qui a pour habitude de manger dans un restaurant, toujours le même, 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi. Donc, c'est un restaurant traditionnel qui se situe juste en face de son agence et il sympathise avec le restaurateur en question qui finit par devenir son client. Donc, il l'assure en multirisque professionnel et il est habillé de la tête aux pieds. Donc, c'est vraiment un très bon client, ils s'entendent très bien, ils s'alimentent chacun mutuellement, c'est le cas de le dire pour un restaurateur. Et en fait, ce restaurateur-là finit par se dire, bah, tiens, j'ai de plus en plus de monde, on me demande des pizzas, je vais installer un four au feu de bois dans mon restaurant. Vous savez, les fours au feu de bois qu'on met central, en plein milieu de la salle, là, c'est super joli. Et il se trouve que le contrat prévoyait dans ses exclusions ce fameux four au feu de bois. Alors, c'est une exclusion qui est courante, hein, parce que vous imaginez bien que les départs de feu là-dessus, c'est quand même un peu plus risqué qu'un four au gaz ou un four électrique. Donc voilà, il l'installe, pas de problème jusque-là. Le courtier continue de venir manger, il déguste quelques pizzas, elles sont super bonnes, c'est génial. Sauf que arriva ce qui pouvait arriver de pire, un incendie, un départ de feu causé par ce four à pizza. Donc le restaurant prend feu, il ferme pour le temps des travaux, le temps de l'expertise et tout ça, vous connaissez la musique. Et donc le restaurateur se rapproche de son courtier en disant bah, « Écoute, je suis embêté, il y a eu le feu dans le restaurant, voilà, qu'est-ce que je peux faire maintenant avec mon contrat ?» Le courtier, bien embêté, il dit bah, « Écoute, je viens de voir avec la compagnie, le problème c'est que ton four, c'est une exclusion au contrat. Quoi. Et puis tu ne me l'as pas déclaré, tu n'es pas venu me voir. » Donc, le restaurateur a désabusé. Il dit « Attends, si tu ne peux pas me faire ça, on se connaît depuis des années, trouve une solution. Moi, je ne peux pas me permettre, mon restaurant, comment je fais, les dommages, tout ça. » Donc, là, le courtier embêté dit « Écoute, je ne peux rien faire. Je peux rien faire. » Sauf que le restaurateur n'est pas resté là. Bien que copains, ils le sont un peu moins aujourd'hui, j'imagine, il a fait appel à un avocat qui, évidemment, a mis en lumière le fait que, se rendant régulièrement dans ce restaurant, le courtier ne pouvait pas ignorer qu'il avait installé un four donc à feu de bois, et le devoir de conseil ne s'arrêtant pas à la souscription du contrat, mais vivant pendant toute sa durée, il aurait dû être proactif dans son conseil et lui signifier que il n'aurait pas dû ne pas le prévenir et que maintenant, il faut qu'il trouve une solution pour ce fameux four. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ça aboutit évidemment à une condamnation du courtier, une indemnisation du client. Et pourtant, à la souscription, tout avait été très bien fait. Donc ça, c'est un excellent rappel sur le devoir de conseil et de vous rappeler qu'il ne se réduit pas à la souscription du contrat, mais bien pendant toute la vie du contrat. Ok. Un petit Voilà dernier? Un petit dernier, ouais. Après j'arrête avec les mauvaises nouvelles. C'est sur une assurance automobile, en fait. Alors, c'est pareil, c'est toujours un courtier. C'est toujours le personnage central de mon histoire. Il a donc un client qui se présente dans son agence. C'est un client qu'il ne connaissait pas, un nouveau client, ainsi de suite. Il vient pour faire un devis pour une voiture toute neuve. Donc, cette personne-là vient assurer sa voiture neuve et le courtier lui dit bah, « Écoutez, je vous propose un tout risque de la voiture. » Le gars dit « Non, je n'ai pas besoin d'un tout risque. Moi, il ne m'arrive jamais rien en voiture. J'ai pour habitude de les assurer au tiers simple. » Le courtier dit « Vous êtes sûr? Oui, toujours tiers simple. » Ok, ça marche. Il veut ce client à tout prix parce qu'il a senti qu'il pouvait lui faire l'habitation, la complémentaire santé. En plus, c'est un chef d'entreprise. Il y a du business à faire. Ok, je vais faire ce que me demande le client. Donc, il assure sa voiture au tiers simple, voilà, rapidement. Il passe vite à autre chose parce qu'il a plein de contrats à lui faire signer. Il est content, le client est content. Et quelques semaines plus tard, le client l'appelle en lui disant « Écoutez, j'ai eu un souci avec ma voiture, j'ai eu un accident. C'est important. Tout seul, il n'y a pas de blessé. Heureusement, moi, je vais bien, mais la voiture, elle est pliée. »
Il dit, bah, du coup, au tiers, qu'est-ce qui fonctionne dessus? Les accidents comme ça, où je perds le contrôle, c'est bien pris en charge? Puis le courtier lui dit, bah, écoutez, non, pas du tout, c'est les dommages à autrui, c'est du tiers, vous n'êtes pas couvert pour ça, quoi. Il dit, bah, attendez, comment ça? Moi, je croyais que c'était quand même le cas pour les accidents de la circulation, quoi. C'était juste l'incendie au vol qui n'était pas pris. Il dit, ah non, non, pas du tout, c'est pas pris en charge. Il lui dit, mais à quel moment c'est écrit ça? Il lui dit, bah, c'est écrit sur votre contrat. Il dit, oui, mais vous, à quel moment vous m'avez prévenu de ça? Je ne comprends pas. Sauf que bah, voilà, ce qui se passe, c'est que le courtier, il est allé vite, il n'a pas fait de devoir de conseil, il n'a pas confronté les besoins du client au contrat, et surtout, il ne l'a pas prévenu des risques qu'il encourait. Donc, il n'a pas été proactif et prévenant. Et ce qui s'est passé, c'est que derrière, le client, bah, quand il a signé, vous savez bien que la charge de la preuve, elle n'incombe pas au client, elle incombe au professionnel. D'accord? Ça, c'est hyper important aussi à retenir. Et le professionnel, ce courtier-là, il a été incapable de prouver qu'il avait rempli son devoir de conseil correctement, puisqu'il ne l'avait même pas fait signer au client. Et donc, évidemment, vous imaginez ce qui s'est passé derrière. L'assureur de Versé Pro a été dans l'obligation d'indemniser donc le client victime du préjudice, et le courtier, bah, ça lui a servi de leçon, je pense, mais on aurait pu éviter ça simplement en respectant des procédures DDA et ce qui fait partie des obligations qui incombent à tout intermédiaire d'assurance. Merci beaucoup, Guillaume, pour ces cas concrets, du coup, hein, qui nous alertent quand même sur certains sujets. Au-delà de ton expertise hein, dans le domaine de l'assurance RC, quelle est la différence de Clarity, du coup? La différence avec ce que propose Clarity? Exactement. Alors, il y a plusieurs choses. Je pense que la principale différence de Clarity, c'est que c'est un peu l'aspect digital finalement, parce que Clarity, en se basant donc sur un cahier des charges qui est établi avec la CNCEF et un gros travail de fond sur les risques possibles, a créé un algorithme de sélection du risque et de tarification. C'est un gros mot, algorithme, mais c'est vraiment ça. Finalement, c'est une formule mathématique derrière qui, en fonction des réponses à vos questions, va vous faire entrer dans le tarif le plus juste. Donc là, si je prends l'exemple du contrat qu'on propose aujourd'hui aux adhérents SNCF Crédit et SNCF Assurance, il y a un peu plus de 2300 possibilités tarifaires sur la tranche de 0 à 1 million. Et en fait, même beaucoup plus si je prends au-delà, puisqu'on fonctionne avec un taux. Mais voilà, en gros, c'est ça, vous rentrez dans le parcours et vous avez une chance sur un peu plus de 2300 de tomber sur tel ou tel tarif. Donc, on est vraiment sur une approche sur mesure. C'est du sur mesure automatisé. On n'est pas sur une tranche de chiffre d'affaires donnée et peu importe le profil du courtier, on tombe sur tel tarif, telle garantie. Là, on est vraiment sur une approche extrêmement fine, ce qui fait que vous avez vraiment le prix juste, en fait, derrière que vous devez avoir. Et vous avez aussi, en fin de parcours, on vous propose toujours la possibilité d'adapter le niveau de garantie justement à vos cibles. Je le disais tout à l'heure en tout début, l'intermédiaire qui va être plutôt grand risque ou industriel, on va plutôt lui conseiller d'adapter ses garanties, de passer sur un niveau par exemple à 6 millions d'euros au lieu d'une garantie réglementaire. Donc, on va avoir cette possibilité-là d'aller très haut au niveau de garantie, mais aussi de satisfaire un courtier qui démarre, qui va avoir besoin simplement du minimum parce que pour l'instant, dans sa vision, en tout cas au démarrage, l'assurance est une charge et ensuite, il l'adaptera au premier renouvellement quand il se sera constitué un portefeuille. Donc, ça, c'est notre différence fondamentale par rapport au marché parce que c'est la seule offre qui fonctionne comme ça aujourd'hui. Le deuxième plus, c'est quand même que cette offre-là, on l'a conçue avec la CNCEF, avec votre concours. Donc, on l'a adapté vraiment au profil de vos adhérents. Et derrière, on a des équipes qui sont parfaitement formées pour répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir éventuellement sur la RC Pro. D'accord. Donc, on est d'accord qu'il y a bien des personnes derrière, parce que bon, c'est digital. Hein, c'est ça. En fait, le temps que l'on gagne sur le digital, c'est du temps qu'on va donner, nous, aux assurés derrière humainement. Là, par exemple, sur l'impression que vous avez à l'écran, là, vous voyez bien en bas à droite, il y a « Discuter avec Clarity Assurance » avec des têtes de petits bonhommes. Ça, c'est mes collègues, c'est Emilien et Thomas qu'on voit là, qui sont peut-être en train de nous écouter d'ailleurs. Et du coup, on a vraiment du temps qu'on donne aux assurés pour répondre à leurs questions, pour les accompagner dans le devis s'ils ont un blocage ou une question,
pareil au moment d'un litige ou quoi que ce soit. Vraiment, je le répète, mais le temps que nous fait gagner la technologie aujourd'hui, ce n'est pas du temps qu'on gagne sans rien en faire. C'est en échange, on va donner davantage aux assurés. On n'a pas mis une intelligence artificielle dans le chat, c'est de vrais êtres humains. D'accord. Merci, merci Guillaume. J'ai vu qu'il y avait quelques questions entre-temps, donc comme ça va alimenter. Je vais me permettre d'y répondre. Je les ai checkées pendant que tu parlais. Alors déjà, il y a eu une question. Est-ce que nous aurons le replay ou le lien de la présentation après, évidemment, tous les replays de tous les webinaires du groupe CNCEF sont à votre disposition dans votre espace adhérent. Je vous invite à aller le visiter de temps en temps dans Actualité, où vous aurez le replay et la présentation. Une des questions, c'est votre offre couvre les mandataires de notre contrat COA. Donc, est-ce que, alors, je ne sais pas si c'est vraiment la question, mais moi, je me permets donc, si on fait un contrat à un COA et qu'il a des mandataires, il les déclare, ou est-ce qu'on peut, vous pouvez couvrir juste le mandataire d'un COA qui n'est pas chez vous? Alors, je vais répondre juste sur le produit, comment il est fabriqué aujourd'hui. Aujourd'hui, le COA qui vient et qui veut s'assurer chez nous, il peut assurer sur son contrat tous ses mandataires s'il le souhaite, puisqu'on va lui poser la question à un moment donné de combien de mandataires il souhaite assurer à son contrat. Donc, on peut le faire. C'est pas ce qu'on préconise, mais la loi ne nous interdit pas de le faire et vous interdit pas de le faire, vous non plus en tant que COA. Donc, il est possible de le faire. Au-delà d'un certain nombre, il va y avoir un surcoût, évidemment. Mais vous pouvez aussi tout autant vous assurer vous seul et faire assurer vos mandataires en dehors de votre contrat sur les contrats spécifiques que Clarity propose pour les mandataires. C'est ce qu'on va préconiser plutôt pour toutes les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. OK. Ensuite, en termes de questions, l'activité principale et l'activité secondaire figurent aux propositions tarifaires, mais quid du cas d'un cabinet réalisant plus de 2 activités, IOB, IAS, Transac, IMO, etc. Ben justement, au moment où on se parle, on n'a pas possibilité d'ajouter la Transac IMO sur le contrat proposé par Clarity pour la CNCEF. On est vraiment aujourd'hui focalisé sur les activités d'intermédiaire en assurance et d'intermédiaire en opération de banque et services de paiement. C'est des choses qui vont évoluer dans le temps, mais pas d'ici le 1er janvier en tout cas. Ok, donc voilà, ça ne couvre pas l'activité CIF, certains ont vu. Le rachat de franchise est-il possible? Non, pas sur la RC. Alors, à ma connaissance, ça n'existe pas sur le marché d'ailleurs. Sur la RC professionnelle des métiers réglementés, il n'y a pas de rachat de franchise. Voilà. Nous, elle est mise assez basse et elle s'adapte au profil aussi, donc au montant de garantie que vous choisissez. Mais pas de rachat. Ça marche. Merci Guillaume. Je n'ai pas d'autres questions dans le chat. Christelle, est-ce que tu as d'autres questions? Non, ça a été clair. Et puis, j'ai posé les questions et Guillaume a répondu, donc c'est parfait. Si jamais vous avez des questions que vous souhaitez poser à l'oral, n'hésitez pas, profitez-en. Ou sur le chat, mais on peut vous écouter aussi, vous pouvez aussi prendre la parole. Et si des questions vous viennent après coup, nos équipes à nous se rendent disponibles pour y répondre via le site que vous pouvez atteindre en flashant le QR code notamment que vous avez sur la droite. Pas d'autres questions? J'ai dû être très clair alors. Ah, tu as été très très clair, Guillaume. Moi, j'ai tout compris. Je pense que du coup, on va s'arrêter là. Un grand merci, Guillaume, pour ta présentation et d'avoir répondu aussi à nos questions. Un grand merci à vous toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser ultérieurement par mail ou par téléphone. On y répondra sans problème. En attendant, bien, on vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt. Très bonne fin de journée, à très bientôt. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Au revoir.